Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire qui est organisé par le Greta Grand Littoral, opérateur de formation continue. Nous allons avoir donc ce rendez-vous pour pouvoir discuter notamment d'une thématique qui est, j'aurais tendance à dire malheureusement cruellement d'actualité, à savoir quelles compétences développer dans un environnement un peu particulier avec effectivement la situation du post-Covid, ou du Covid tout court d'ailleurs, puisqu'on est encore dans une logique effectivement de co-vivre, enfin de co-fonctionner avec ce contexte-là. On aura donc pendant 45 minutes la possibilité effectivement d'échanger ensemble. Vous avez notamment la possibilité de nous envoyer vos questions ou éventuellement vos remarques via le chat. Très honnêtement, comme le webinaire dure 45 minutes, on n'aura peut-être pas la possibilité effectivement de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Cependant, bien entendu, on a la possibilité de vous recontacter par la suite, et donc on aura effectivement de toute façon l'occasion de pouvoir en rediscuter pour des moments un peu plus privilégiés, si je puis dire, puisque ce sera pour le coup du tête-à-tête, si je puis dire. Voilà, donc l'objectif de cette thématique-là, c'est de présenter un petit peu la problématique sous deux angles. Il y a plusieurs angles, bien sûr, qui sont possibles. Mais on a souhaité un peu focaliser sur deux angles qui nous semblent particulièrement pertinents, à savoir la partie RH managériale, d'une part, et la partie numérique, parce que très probablement, je pense que vous avez dû assez fortement le ressentir, comme tout à chacun, notamment sur la période mars-avril-mai. Effectivement, ces deux thématiques-là, en tout cas ces deux dimensions d'entreprise, ont été particulièrement impactées par la situation du Covid. Et donc, ça nous semblait effectivement pertinent de, si je puis dire, attaquer la problématique sous cet angle-là. Voilà, donc deux personnes, entre guillemets, sont aujourd'hui présentes pour pouvoir en discuter. Donc, je vais céder la parole à mon ami Antoine pour qu'il puisse effectivement se présenter, et je me présenterai ensuite. Merci Jimmy. Donc je suis Antoine Lorès, j'ai étudié le management à Sciences Po et puis j'ai créé une start-up dans le nucléaire français avant de me respécialiser sur les sujets de management dans différents cabinets d'expertise et de formation. Et donc j'interviens aujourd'hui pour le compte du Greta en tant que formateur et expert en management et en efficacité professionnelle. Très bien, merci Antoine. Donc à mon tour, Jimmy Van Mark de Humaine, je suis gérant de la société Swiss Développement, mais je travaille effectivement depuis pas mal de temps et régulièrement avec donc le Greta, notamment dans le cadre de formation. Et donc je suis de mon côté plutôt expert dans le domaine de la gestion de projet, notamment dans le domaine numérique. Voilà. Dernière chose avant de laisser la parole à Antoine, vous avez également la possibilité de répondre à un petit sondage. Alors c'est simplement deux petites questions, hein, pour vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de trop lourd, mais qui permettent effectivement de recueillir un petit peu votre point de vue et votre situation par rapport au sujet dont on va parler aujourd'hui. Voilà, Antoine, je te laisse donc la parole pour pouvoir démarrer et rentrer dans le vif du sujet. Tout à fait. Alors, la question à laquelle on essaie de répondre, c'est en termes de compétences, qu'est-ce que le Covid rend critique? Quels sont les savoir-faire et le savoir-être que la période à venir vont rendre plus indispensables qu'auparavant? Et donc, pour répondre à cette question, on a structuré le webinaire en 3 temps, plus le temps de questions. Le premier temps, c'est la question des compétences qui sont propres à votre secteur et à votre industrie. On a appelé les compétences sectorielles. On verra comment penser l'incertitude et prévoir, avoir un coup d'avance sur ces questions de compétences sectorielles. Un deuxième grand champ, c'est le champ des compétences numériques, où là, on pense pouvoir vous dire quelles sont les grandes tendances, quel que soit votre secteur, et c'est Jimmy qui vous présentera l'essentiel de cette partie. Et puis, pour le troisième, Je pense qu'on a peut-être perdu notre ami. Non. Alors, bon, je pense qu'il va revenir. je ne sais pas où nous avons été coupés.
D'accord, merci. Présentation du plan. Désolé, je ne sais pas, on a perdu en plus Jimmy. Donc, je reprends au niveau du plan. L'objectif, c'est de répondre à la question quelles compétences sont rendues plus critiques par la période à venir de fortes incertitudes, de probables confinements sanitaires, etc. Voilà, on a retrouvé. Oui, Pour désolé. répondre à cette question, 3 temps. Le premier temps, c'est celui de vos compétences sectorielles, donc ceux qui sont les compétences qui sont propres à votre industrie. Donc, si vous êtes dans la logistique, moi je ne sais pas, la logistique maritime, si vous êtes dans le numérique, il va y avoir des compétences techniques très pointues qui pourront être rendues nécessaires par la période à venir. Là, on ne pourra pas vous dire exactement quelles compétences il faut développer. Par contre, on peut vous confier une méthode, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, qui permet d'anticiper au maximum, d'avoir un coup d'avance quant aux compétences à développer, aux formations à prendre pour soi-même et pour les autres dans son entreprise. Le deuxième champ, c'est le champ des compétences numériques, où là, on peut faire certains paris, parce que le Covid, vous le savez, a accéléré la transition digitale dans les entreprises. Et donc, il y a d'ores et déjà des compétences qu'on peut, avec une certaine fiabilité, dire indispensables pour la période à venir. Et le dernier champ, c'est le champ des compétences sociales et cognitives. On parle aussi de management, d'efficacité professionnelle. C'est toutes ces compétences transverses qui sont liées à notre capacité à apprendre, à travailler avec les autres. Et là, il y a aussi la situation a déjà modifié les équipes. Et donc, on vous proposera 3 stratégies de développement de compétences et RH qui sont alternatives, qui ne sont pas à déployer en même temps, pour penser la période à venir. Je vais commencer donc avec la compétence sectorielle. Désolé pour la petite déconnexion, avec les compétences sectorielles. Donc, pour ces compétences-là, on ne peut pas vous dire qu'il faut absolument que vous développiez demain logistique maritime parce que les échanges sont tendus ou je ne sais quoi. Ça dépend trop de votre industrie. Par contre, ce qu'on peut vous donner, c'est une méthodologie pour penser les périodes de forte incertitude et pour essayer d'anticiper les choses. Quand les hommes politiques chevronnés et les experts médicaux les plus qualifiés ont du mal à savoir ce qui va se passer dans 3 ou 4 mois, on peut se dire, bon, bah, ça ne sert à rien de planifier. De toute façon, il y a trop d'incertitudes. Or, c'est précisément l'inverse qu'il faut faire. Si vous regardez d'ailleurs ce que font les militaires qui interviennent dans des contextes de très forte incertitude, ils font beaucoup de planification. Mais avec une spécificité, c'est qu'au lieu d'essayer de planifier un seul scénario et d'y mettre toute votre énergie, l'idée, c'est de faire plein de petits scénarios. Alors, ça a l'air d'être, ça peut vous paraître banal, mais en réalité, c'est pas du tout ce que font les entreprises dans la majorité du temps. En général, ils ont un plan, moi j'en sais rien, Millennium 2022, et puis ils vont investir tous leurs efforts sur le plan Millennium 2022. Le dirigeant va mettre son ego et sa réputation dans ce plan-là, et si ça ne se produit pas comme prévu, c'est la catastrophe, on s'en rend compte trop tard, etc. Donc, c'est pas si évident que ça de faire plein de petits plans au lieu d'un seul gros plan. Vous pouvez tous le faire, quel que soit votre niveau ou votre poste. Il vous faut 20 minutes de temps. Alors, je vous conseille un moment où vous êtes frais et dispo, un matin, où vous pouvez vous concentrer, 20 minutes, 30 minutes, et puis vous jetez par écrit dans un document numérique ou sur papier, vous jetez par écrit 2 à 5 scénarios possibles pour le futur de votre industrie. Vous faites cela comme des auteurs de science-fiction, vous essayez d'être imaginatif, et puis vous vous demandez, par exemple, moi pour mon industrie de la formation, un scénario possible, c'est la fin de la formation présentielle. Il se pourrait qu'il y ait très peu, voire plus du tout de formation présentielle. Une fois que vous avez imaginé différents scénarios, vous définissez des signes annonciateurs pour chacun des scénarios, c'est-à-dire des faits que vous pourrez observer et qui tendront à invalider tel scénario ou à rendre tel autre plus crédible. Si on reprend mon exemple, ce qui pourrait être un signe annonciateur de la fin de la formation présentielle, c'est une inversion dans mon carnet de commandes entre les formations présentielles traditionnelles, qui constituaient l'essentiel du carnet de commandes, et les formations en ligne à distance. Et puis, la dernière étape, qui est très importante, c'est d'être vigilant à ce qui se produit au réel et à quel scénario est en train d'être invalidé. Vous voyez pourquoi cette façon de penser le futur donne un coup d'avance. Parce qu'en fait, c'est pas que vos pronostics seront bons, ils seront mauvais. Par contre, avoir pensé le futur, ça vous rendra attentif à plein de petits signaux faibles que ceux qui vont sans planification ne verront pas. Voilà donc la méthodologie par scénario. Elle vous donnera un coup d'avance dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et elle vous permettra d'avoir une pensée stratégique basée sur les faits et sur les indices à venir. Il y a néanmoins un champ dans lequel quel que soit le scénario qu'on fait, à part une fin du monde complète, les compétences seront très probablement exigées par la période à venir, c'est le champ du numérique. Et je laisse sur ce sujet la parole à Jimmy. Merci Antoine, donc je reprends effectivement la parole. Alors,
tout ceci est lié, vous vous en doutez bien, c'est-à-dire que, en fait, d'une certaine façon, en filigrane, ce dont a parlé Antoine, c'est l'agilité. L'agilité, évidemment, c'est une façon de gérer des projets, de gérer ses équipes, son entreprise. C'est aujourd'hui un concept qui est quand même assez connu, même peut-être à la mode, alors dans le bon et le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que parfois on retrouve un peu d'agilité partout, ça n'a pas forcément toujours du sens, mais là, en l'occurrence, il est évident que ça nous paraît tout à fait pertinent de parler d'agilité. C'est-à-dire que la crise qu'on a connue là actuellement, dans les premiers temps, c'est-à-dire en gros mars-avril, il est clair que c'était quand même pas forcément très conseillé de faire de l'agilité. On ne va pas commencer à s'amuser à faire un brainstorming à partir du moment où la maison commence à brûler, si je puis dire. Il faut agir, c'est-à-dire qu'il faut effectivement plutôt être sur un management directif pour effectivement avoir la possibilité de résister dans le cadre dans le gros de la crise, si je puis dire. Aujourd'hui, on est dans un second temps, c'est-à-dire que on a retrouvé un peu plus de latitude managériale, si je puis dire, et il est quand même essentiel effectivement de retrouver une notion d'agilité par rapport à la situation. Et ce qu'a dit Antoine est tout à fait pertinent, dans le sens où, effectivement, n'ayez pas peur de faire des prédictions ou des prévisions. On sait que, de toute façon, on ne vous demande pas qu'elles soient parfaitement justes, simplement, ça va vous permettre, effectivement, de bâtir des scénarios sur lesquels vous allez pouvoir structurer, en fait, vos actions managériales. C'est clairement de l'agilité. Ce qui est important également, c'est que, encore une fois, je reviens à ce double temps. Le premier temps du mars-avril, où on était sur vraiment un management directif, parce qu'il il fallait effectivement être dans la réaction. Aujourd'hui, il faut retrouver donc un petit peu d'agilité, et il faut vraiment s'y mettre, dans le sens où, lorsqu'on a des problèmes techniques, comme le télétravail, en mars-avril, on en a eu beaucoup, on a tous eu, et c'était entre guillemets, pas tellement grave, parce qu'à ce moment-là, on avait, et notamment nos clients, avaient une certaine tolérance par rapport à ça. C'est pour ça que je me suis permis de mettre la photo du chien sur le clavier, c'est-à-dire qu'effectivement, on a vu beaucoup de vidéos circuler avec des situations quand même cocasses d'un certain nombre d'entreprises où en pleine réunion de télétravail, il se passait des choses qui étaient pour le coup pas très professionnelles, mais il y avait cette tolérance. Aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est-à-dire que continuer effectivement à avoir des relations numériques, que ce soit avec ses clients, donc vers l'extérieur, ou même par rapport à ses salariés, évidemment, et on l'a vu il y a encore 15 minutes, tout n'est pas toujours maîtrisable, parce que on peut toujours avoir une difficulté ou un bug informatique, mais tout de même, il faut quand même avoir un niveau de maîtrise des outils numériques qui deviennent beaucoup plus exigeants, et donc ça veut dire que les personnes qui utilisent donc des nouveaux outils numériques sur lesquels ils n'étaient pas tellement habitués au mois de mars, aujourd'hui, ils doivent vraiment se familiariser. Et il y a une montée en compétences en fait, de ces entreprises à ce niveau-là. Antoine, si tu veux bien passer à la slide suivante. Alors, pour vous présenter un peu la problématique numérique, je suis parti en fait d'un constat de 4 entreprises que je connais, des entreprises qui sont clientes chez moi, et qui ont connu en fait des situations particulières par rapport au numérique et par rapport bien sûr au Covid. La première, donc, c'est une entreprise, alors elles sont toutes dans les Hauts-de-France, notamment sur la Côte d'Opale. La première, c'est déjà une entreprise de belle taille, 300 personnes, qui a une particularité, c'est qu'elle est effectivement répartie sur 6 sites différents, donc avec déjà une spécificité, on va dire, un peu géographique. Le fait effectivement qu'il y ait eu cet éclatement entre les différents sites et le fait qu'il y ait une explosion effectivement du télétravail par rapport à ces entreprises-là, a nécessité en fait donc d'utiliser des outils qui étaient des outils nouveaux et pour lesquels un certain nombre de personnes n'avaient pas du tout l'agilité ou en tout cas la facilité à utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment se reposer les questions concernant le niveau de compétence ou la culture numérique qu'on a au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, en tout cas c'était le cas pour ces entreprises-là, et ce n'est pas du tout c'est pas du tout un jugement, c'est juste, voilà, c'est une situation qui était ad hoc, si je puis dire, c'est qu'en dehors des managers et en dehors de quelques techniciens spécifiques, l'accès au numérique était encore pas du tout démocratique dans cette entreprise-là. Et on avait beaucoup de salariés qui, en dehors des outils très classiques, en gros Office 365, étaient perdus et désemparés par rapport à ce qu'imposait le numérique. Donc, ça veut dire que les entreprises doivent vraiment
se reposer la question de quel est le niveau de compétence de mes salariés, quels vont être les besoins concernant le contexte actuel, et voir effectivement dans quelle mesure il faudra aider ces personnes-là. Il faut faire aussi, bien sûr, comment dire, preuve, ou en tout cas être très bienveillant par rapport à ces personnes-là, parce qu'on n'est pas tous égaux face au numérique. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont assez naturellement dans une logique très, voilà, avec beaucoup d'agilité, beaucoup de facilité, et d'autres, c'est beaucoup moins leur truc, si je puis dire, et donc il faut être un peu patient par rapport à ça, et cette patience-là, ça veut dire donc qu'il faut l'anticiper. On peut se permettre d'être patient quand effectivement on a un peu le temps de voir venir les problématiques. Quand vous êtes effectivement en plein dans le rush, ça a tendance effectivement à créer beaucoup de stress et beaucoup de tension, y compris chez les managers, parce que les managers effectivement avaient le rôle également d'organisateur et donc de mettre en place les séances de télétravail. Et donc le souci, c'est que même chez les managers qui sont censés pourtant avoir un certain niveau numérique, une fois sortis de leur outil habituel, eh ben, ils se trouvaient effectivement assez désemparés. Donc ça, c'était assez difficile. J'ai vécu aussi un cas avec un partenaire, un centre de formation de Grenoble, donc des gens normalement censés effectivement être assez à l'aise avec l'outil numérique, qui ont souhaité développer des actions d'e-learning, dont les premières ont été très honnêtement assez catastrophiques. Alors, encore une fois, vu le contexte, les clients l'ont très honnêtement globalement pardonné. C'était vrai au mois de juin. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Ils ne peuvent plus se permettre ça, et donc ils ont dû effectivement eux-mêmes se remettre au bout du jour au niveau de leur capacité. La deuxième situation, donc toujours une entreprise des Hauts-de-France, c'est une petite entreprise, 40 personnes, entreprise du bâtiment, qui a toujours, alors c'est une ancienne entreprise, une entreprise qui a une bonne trentaine d'années, qui a pendant longtemps utilisé en fait des méthodes qui ont fait leur preuve. La preuve, c'est qu'elle est encore vivante, si je puis dire. Et qui a un certain niveau de performance, avec donc une zone de chalandise de 80 km autour de l'entreprise. Voilà, elle connaît bien son environnement, elle connaît bien son secteur, elle a un bon réseau de clients, de prospects, de prescripteurs, etc. Donc, en gros, tout va bien, ça marche plutôt bien. Arrive le Covid, et là, ils se rendent compte en fait qu'ils n'ont pas les outils et les moyens suffisants pour pouvoir évoluer au vu du contexte, dans le cadre notamment de la relation client. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui n'avait pas de site internet, qui donc n'utilisait pas tellement les réseaux sociaux, et vous imaginez bien que la force de vente qui était donc fait de commerciaux qui allaient battre la campagne, si je puis dire, se sont retrouvés du jour au lendemain très désemparés. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une vraie difficulté. C'est compliqué même pour des petites entreprises, 10, 20, 30, 40 salariés aujourd'hui, de ne plus avoir de visibilité numérique sur le net. Et donc là, c'est pareil, un site internet avec des outils comme WordPress ou d'autres, c'est quand même des choses qui se font assez facilement, parce qu'il n'y a pas besoin de coder. Et donc, cette entreprise-là, ça a développé en fait un chantier de mise en place d'un site internet sous cette technologie-là. Voilà, c'est aussi une question qu'il faut vraiment se poser. Où est-ce que vous vous situez au niveau de vos clients? Où est-ce que vous vous situez par rapport à la relation extérieure? Est-ce que vous avez aujourd'hui des outils, notamment les outils numériques, qui vous permettent effectivement d'être à niveau? Parce que même si cette entreprise a effectivement retravaillé la question, ça reste encore compliqué aujourd'hui. Je l'ai vu encore il n'y a pas très très longtemps. Elle n'a pas réussi à retrouver en fait la relation qu'elle avait d'avant la crise. Et donc, il y a un effet effectivement de traîne, si je puis dire, par rapport à cette situation. Si tu veux passer à la slide suivante. Sur ce que tu dis, Jimmy, imaginez le niveau de réinvention professionnelle qu'il faut avoir quand vous êtes, par exemple, commercial et que ce qui faisait votre succès par le passé, c'est votre tchatch, votre sourire, votre poignée de main. Dans la période à venir, il va falloir que vous soyez capable de comprendre les questions de référencement sur les plateformes, de mailing, peut-être améliorer votre orthographe. Il y avait de très bons commerciaux qui avaient une orthographe déplorable. Et demain, si tout se fait par écrit, c'est pas du tout les mêmes profils, les mêmes compétences qui seront mises en valeur dans certains métiers. Nous, on est sur notre aspect formation, il va falloir qu'on se forme à beaucoup de choses, comme dessiner sur des tableaux blancs numériques plutôt que des tableaux de bord en réel, pouvoir faire des vidéos, etc. Je te passe la slide d'après. Oui, alors juste également une remarque par rapport à ce cas numéro 2, c'est que on se rend compte aussi qu'il y a une évolution de la relation au service. C'est-à-dire que
certaines entreprises qui ont mis, entre guillemets, le paquet sur le numérique, ont revu en fait leur organisation et leur capacité effectivement à étendre leur proposition de service à leurs clients. Et vol en éclat, en quelque sorte, on verra bien sûr dans les mois et les années qui viennent si ce schéma se poursuit, mais vol en éclat, le mode d'organisation, on va dire, traditionnel, à savoir ouvert du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h, voire un petit peu plus tard pour les commerciaux. Là, on se rend compte effectivement qu'on a, grâce à ces outils, une continuité des services qui sont proposés aux clients. Et là également, on sent qu'il commence à y avoir des décalages d'une entreprise à une autre et la concurrence se joue également sur ce genre de choses. Voilà, donc c'était une remarque complémentaire. Alors, troisième situation, alors c'est une association, donc oui, évidemment, ça dépend enfin, je réagis aux remarques que vous êtes en train de faire, donc Antoine a répondu à Virginie. Donc, je reviens sur la situation numéro 3. Donc, pareil, toujours une association entre Boulogne-Calais et Dunkerque, 120 personnes, avec eux des difficultés spécifiques en matière de sécurité informatique. Là également, c'est clair que beaucoup d'entreprises, plutôt les PME, PMI, TPE, parce que les grands groupes sont plus structurés là-dessus, mais avaient un mode de fonctionnement sur la gestion de la sécurité informatique qui, jusque-là, fonctionnait à peu près correctement. Voilà, ils n'avaient pas trop de craintes, sauf que le Covid est arrivé. Avec le Covid, il y a eu toute la batterie des hackers qui se sont donnés à cœur joie, si je puis dire, à partir de mars. Il y a beaucoup de chiffres qui sont sortis. J'ai même lu dans la presse parfois jusqu'à des plus de 30 000% d'attaques de hackers sur un certain nombre de réseaux et d'entreprises françaises. Donc, il y a effectivement une explosion de la vulnérabilité informatique. Alors, c'est dû à plusieurs choses. D'abord, parce que c'est tout bête, les hackers adorent la désorganisation. Ça, c'est clair. On avait vu déjà, il y avait déjà eu des grands pics d'attaques numériques au moment de la crise financière de 2008. Alors, qui était plutôt cantonné d'ailleurs à l'époque justement au réseau bancaire. On a eu d'autres types d'attaques également pendant effectivement notamment les attentats qui étaient d'actualité il y a quelques jours, notamment l'attentat de Charlie Hebdo. Et on a là effectivement une nouvelle vague beaucoup plus massive d'attaques qui est apparue à partir de mars. Donc pourquoi donc les hackers adorent la désorganisation? La désorganisation, ça veut dire que potentiellement il y a un certain nombre de failles qui peuvent être mineures en mode de fonctionnement normal qui vont devenir majeures à cause de cette désorganisation cumulée. Il y a également le fait qu'il y a eu un phénomène qui a explosé, qu'on appelle le BIOD. Alors, c'est quoi? C'est en fait le fait que les salariés utilisent leur propre matériel et plus simplement le matériel de l'entreprise. Ça a été en fait rendu nécessaire pour un certain nombre de petites entreprises qui n'avaient pas le parc d'ordinateurs portables suffisant pour pouvoir le distribuer à l'ensemble des salariés. Donc, les salariés ont été d'une certaine façon contraints à travailler de chez eux, mais avec leur propre réseau, enfin, leur propre ordinateur, leur propre réseau informatique. Et évidemment, ce matériel-là échappait en grande partie aux services informatiques des entreprises. Et donc, ça a été effectivement la possibilité pour un certain nombre d'entreprises de s'en donner à cœur joie et de faire parfois un certain nombre de dégâts. Il y a également, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attaques, c'est-à-dire que le niveau d'attaque est descendu d'un cran en termes d'effectifs d'entreprise. Les hackers ne sont pas plus bêtes que nous tous, si je puis dire, c'est-à-dire qu'en gros, ils préfèrent attaquer des poissons moyens ou des gros poissons, tout simplement parce qu'il y a plus d'argent à se faire, c'est des entreprises qui ont plus de capacité, et donc quand ils arrivent effectivement à être suffisamment malins, si je puis dire, avec beaucoup de guillemets pour percer les défenses des sécurités des grandes entreprises, en gros, c'est jackpot. Voilà. Il y a quelques cas, notamment sur Boulogne, qui ont été d'actualité il y a quelques mois par rapport à ça, où effectivement, ça peut vite se chiffrer en dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait un abaissement en fait des attaques, c'est-à-dire que de plus en plus les TPE également, alors pas forcément les TPE de 2-3 salariés, mais
les TPE de 10, 20, 30 salariés étaient désormais également ciblés, notamment avec des attaques via les sites vitrines lorsque ceux-ci n'étaient pas suffisamment robustes en termes d'outils de sécurisation numérique, avec par exemple des malwares au niveau du JavaScript, ce genre de choses. On s'est rendu compte également que l'IA, il faut savoir, hein, c'est que la vulnérabilité peut être encore active, c'est-à-dire que sans le savoir, peut-être que vos ordinateurs sont encore affectés pour avoir été attaqués en mars-avril, parce qu'on a aussi effectivement un certain nombre de virus dont l'originalité, si je puis dire, c'est d'être le moins visible possible pour pouvoir rester dans les machines et en fait servir de botnet, servir le botnet, c'est-à-dire d'être entre guillemets utilisable par des pirates pour notamment des opérations d'attaque de force. Bon, je ne vais pas plus loin parce que l'idée c'est pas forcément de rentrer dans la technique dans le cadre de ce webinaire. Simplement, je vais conclure sur cette troisième partie en disant attention quand même, aujourd'hui, la sécurité informatique n'est plus simplement l'enjeu ou le ressort du SI ou de la SS2I qui travaille pour nous. C'est une affaire de tous. Et donc, de la même façon, tous les salariés doivent avoir un niveau minimum de compétences, de connaissances et de sensibilisation par rapport aux problématiques numériques, puisque de toute façon, de plus en plus, et on le verra tout à l'heure avec Antoine, les individus vont être amenés à travailler en autonomie ou en tout cas de façon relativement éclatée par rapport à un système centralisé d'entreprise. Dernière chose, ma dernière situation, alors qui se présente un peu plus rapidement, merci Antoine, c'est là d'un bureau d'études donc de 12 personnes qui, elle, qui s'est fait une grande frayeur, pour être honnête, puisque elle a eu des grands soucis de gestion documentaire, à savoir qu'effectivement, lorsque vous avez les personnes donc, qui ont été amenées à travailler chez eux, ils ont dû donc transporter une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois des documents, de la paperasse, de la gestion documentaire, de la gestion documentaire sous format numérique, donc soit chez eux, soit entre chez eux et l'entreprise, etc. Et notamment le cas que j'ai en tête, là, il y a eu à un moment donné, effectivement, perte de documentation un peu sensible. Et à un moment donné, effectivement, cette entreprise-là avait du mal à trouver ses petits. Alors attention, je parle d'un bureau d'études, je parle donc de gens qui sont normalement structurés, des gens qui sont organisés, des gens qui savent faire. Et bien même eux, effectivement, ça peut arriver parce qu'encore une fois, le Covid, c'est une situation assez particulière, c'est une situation qui est par définition assez anxiogène, où parfois, effectivement, on perd un peu la notion des habitudes et des bonnes pratiques. Donc là aussi, le rôle des responsables d'entreprise dans ces cas-là, c'est de rappeler effectivement les règles, les bonnes pratiques, de resensibiliser les individus à ces problématiques-là, avec une difficulté quand même, c'est que le télétravail a réduit considérablement la communication informelle. Et donc, il est essentiel que la capacité des responsables à communiquer avec les salariés soit juste, se fasse au bon moment et soit pertinente, parce qu'ils n'ont plus la possibilité, effectivement, de renouveler ces messages à l'occasion de la pause café, à l'occasion de la possibilité de se croiser dans les couloirs ou entre deux portes. Donc, là aussi, la communication doit être le plus pertinent possible par rapport à ça. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je recède la parole donc à Antoine pour la troisième partie. Sur ton dernier point, ça fait 10 ans que je travaille avec des systèmes de gestion documentaire dans le cloud comme Google Drive ou Dropbox. Et pendant le confinement, j'ai réussi à laisser des documents sur le bureau digital de mon ordinateur que je n'avais pas. Et donc, il a fallu les recréer. Donc, ça peut arriver même quand on est familier du sujet. Tout à fait. Alors, le troisième temps de ce webinaire, c'est la question des compétences sociales et cognitives, aussi connues sous le nom de management, efficacité professionnelle, compétences transverses, soft skills, etc. Et donc, je vous rappelle que la question, c'est pas quelles compétences sont importantes dans ce domaine-là, c'est quelles compétences sont rendues plus importantes par le Covid. Donc, on est dans un cas où on cherche à faire un peu de prospective. Et ce qu'on vous propose ici, c'est une approche par stratégie, c'est-à-dire qu'on vous présente 3 stratégies qui sont issues d'entreprises de notre connaissance, d'analyses différentes de ce qui s'est passé pendant le confinement et surtout pendant le déconfinement. Ces 3 stratégies pour votre entreprise, c'est le domestique cosy, la stratégie par les indépendants et le bloc.
Alors, je vous en dis quelques mots. Le domestique cosy, c'est peut-être ce qu'il y a de plus inédit parce que c'est à l'intersection de tendances sociétales, de certaines nouvelles technologies et de la crise en cours. Le terme a été créé par un spécialiste en marketing américain qui s'appelle Venkatesh Rao, vous l'avez dans la bibliographie. Et son idée, c'est qu'on est à un tournant de génération. Donc, par génération, il faut entendre personne. Je suis la génération d'avant, le domestique cosy par exemple, mais aussi d'époque. C'est-à-dire qu'il y a des gens plus âgés qui ont suivi ces mouvements-là. Entre une génération qui est un peu la génération Facebook et qui cherchait à envoyer vers l'extérieur, vers le monde, une vitrine de succès en prenant en photo des superbes vacances qu'on mettait sur Instagram, en prenant en photo sa nourriture dans des plats et des cafés un peu classe, et puis surtout sur LinkedIn en mettant des titres à rallonge, tout le monde était responsable de quelque chose, head of je ne sais quoi. L'idée, c'était de manifester vers l'extérieur qu'on avait déjà réussi, alors même qu'on n'avait pas encore réussi, pour essayer d'attirer à soi le succès social et professionnel. Et en fait, le domestique cosy, c'est la réaction à ce mouvement, c'est la réaction des déçus de ce mouvement qui se sont rendus compte qu'en fait, ils dépensaient beaucoup d'énergie à essayer de montrer à l'extérieur qu'ils allaient réussir, qu'ils étaient des start-upers en plein succès, en pleine croissance, et que ça ne leur rapportait finalement pas grand-chose. Deux crises graves économiques sur cette période qui se succèdent, dont une qui est sanitaire, peu de croissance, et donc finalement, il y a assez peu de gens de cette génération Facebook, Instagram, qui ont réussi grâce à cette vitrine de succès vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, les gens se replient vers le confort, un confort donc le domestique cosy, ça veut dire le confort domestique, un confort dans une petite sphère qu'on maîtrise parfaitement. Et donc, ça va être par exemple un bureau parfaitement optimisé, parfaitement rangé. Ça va être un appartement ou une maison où tout est confortable, tout est à notre image, tout est un peu bizarre, mais ça colle à qui on est. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que cette analyse, elle est sortie le 3 mars. Et bien évidemment, le confinement a renforcé le mouvement, puisque les personnes qui dépendaient de l'extérieur pour leur image ont souffert particulièrement pendant la crise du Covid, et celles qui avaient déjà optimisé leur maison pour qu'elle soit la plus confortable possible, leur appartement, qui faisaient leur pain à la maison, etc., ont finalement passé une période plutôt agréable. Et ce qui est intéressant pour l'entreprise dans ces stratégies, c'est que les tenants du domestique cosy, de la domesticité confortable, sont en train de revenir là en septembre dans les bureaux. Et comme le disait Eric d'ailleurs dans le chat, beaucoup reviennent, j'ai plusieurs connaissances qui sont dans ce cas-là, reviennent au bureau en essayant de demander, avec la ferme intention de négocier avec leur patron, plus de jours de télétravail, un temps partiel, une certaine flexibilité. En gros, beaucoup disent, ce succès d'apparat que voulait la génération d'avant, moi je n'en veux plus. Ce que je veux, c'est un confort de vie qui soit à mon image. Et donc, pourquoi c'est une stratégie de domestique cosy? Parce que l'idée sous-jacente, c'est que si vous n'avez pas de levier salariaux pour la période à venir, parce que vous n'avez pas de budget, parce que la crise va ou a frappé, vous pouvez malgré tout améliorer le package salarié, vous pouvez malgré tout améliorer l'offre que vous faites à vos salariés en leur proposant de la flexibilité au travail. Donc la flexibilité au travail, c'est évidemment le télétravail, mais c'est aussi des temps partiels réels, pas des temps partiels qui en réalité correspondent à un travail à temps plein, des missions qui soient à leur image, des équipes qui soient à leur image, une flexibilité géographique, etc. Et ça permet d'améliorer l'expérience salariée sans agir sur les leviers salariaux. Alors, pour utiliser cette stratégie, il faut quelques prérequis dans votre entreprise. D'abord, c'est quand même plus facile si vous avez une partie des 8 millions d'emplois que l'Observatoire de Sciences Po estime télétravaillables en France. Si vous n'avez aucun emploi télétravaillable, la flexibilité que vous allez pouvoir offrir se portera sur le contenu des missions peut-être, mais pas tellement sur le télétravail, management à distance, le temps partiel peut-être un petit peu. Une autre difficulté qui est moins évidente, c'est la question des partenaires sociaux. Parce que traditionnellement en France, les partenaires sociaux négocient des accords collectifs, des avantages pour tout le monde. Et là, il s'agit bien d'une personnalisation par individu. Et donc, ils pourraient, à raison, se sentir menacés parce qu'on leur retire la négociation pour la confier aux individus seuls face à l'employeur. C'est néanmoins possible d'embarquer des partenaires sociaux. En bibliographie, je vous ai mis un lien vers le projet OSER de la Maïf, qui, donc depuis 5 ans, grande assurance française, qui depuis 5 ans a mis en place une politique de grande flexibilité au niveau de ses équipes. Les équipes peuvent s'organiser quant à leurs horaires d'arrivée, de départ, de temps partiel. On peut avoir un temps partiel sur un mois et travailler plus le mois d'après pour rattraper. Bref, ils ont essayé d'avoir des accords
collectifs, mais qui permettent une flexibilité maximale au niveau individuel. Et ça marche plutôt bien. Vous pourrez aller voir les témoignages. Là, dans la bibliographie, je vous ai mis en bas de slide, de diaporama, c'est sur le magazine Challenge. Et puis, ne l'oubliez pas, pour avoir plus de personnes à distance, mais vous en êtes peut-être rendu compte pendant le confinement, il y a une question d'infrastructure informatique. Et là, je parle vraiment de l'infrastructure très infra. Il faut les câbles, les tubes qui permettent le débit de plein de travailleurs à distance. Et j'ai des clients qui ont dû changer de locaux parce que simplement, les anciens locaux n'étaient pas prévus pour de tels débits Internet. Donc, voilà quelques-uns des prérequis qu'il faut si vous voulez aller vers une stratégie de flexibilité maximale du travail pour les personnes. Ensuite, puisque c'est la question centrale, quelles compétences managériales, humaines et individuelles sont nécessaires dans ce cadre pour faire réussir cette stratégie? D'abord, il faut évidemment que vos managers soient à l'aise avec les situations de management à distance. Et je vous ai mis entre parenthèses le management à distance à jour parce que les problématiques qu'on voit aujourd'hui n'ont rien à voir avec le management à distance international, par exemple, des années 90. Là, il y a des moments où le management à distance est contraint. Il y a toutes sortes d'applications et de logiciels qui existent aujourd'hui, qui facilitent les choses et qui n'existaient pas à l'époque. Bref, il faut vraiment un management à distance moderne dans les compétences de vos managers. Une compétence qui est critique dans ces stratégies et dans la suivante, vous le verrez, c'est la question de l'évaluation de la performance. Beaucoup de managers prétendent évaluer les résultats, uniquement les résultats de leurs collaborateurs. Et en réalité, quand vous penchez sur leurs pratiques, ils ont quand même ils ont besoin de savoir quand les gens arrivent et quand est-ce qu'ils sont partis, ce qui signifie qu'au fond, ils ne sont pas vraiment sur les résultats, ils sont aussi sur les efforts fournis. Or là, avec une stratégie de flexibilité, vous ne pouvez plus suivre. Imaginez une équipe de 6 personnes dans laquelle vous avez 2 personnes à temps partiel, 2 autres qui sont en télétravail total, une troisième qui, au contraire, est tout le temps là et veut une progression accélérée. Vous ne pouvez plus suivre vaguement, de manière un peu inconsciente, qui travaille dur parce que part le plus tard ou est le plus concentré sur son ordinateur. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des managers qui soient vraiment à même de penser ce qu'ils attendent de chacun, qui soient à même de penser le contrat qu'ils ont avec chacun et d'évaluer ensuite si vraiment le contrat a été rempli côté salarié, côté employé. Voilà, la personnalisation des parcours, c'est une autre compétence qui n'est pas si répandue dans les entreprises, qui s'étale entre les ressources humaines et les managers. Et il faut avoir en gros les outils juridiques, mais aussi l'imagination pour permettre à chacun d'apporter quelque chose à l'entreprise, mais dans un contrat qui lui est propre. Ce n'est pas si simple que ça à faire, même si c'est assez amusant. Et puis, toutes les techniques d'efficacité professionnelle, celles qui vont augmenter la productivité de vos salariés, elles ont un intérêt dans cette stratégie parce qu'elles vont permettre, même si vous n'augmentez pas le salaire absolu des gens, elles vont permettre peut-être d'augmenter le salaire horaire. Parce que si les gens travaillent gagnent 20% en efficacité, et c'est en général assez facile, il suffit déjà de se concentrer sur des périodes de 25 minutes, en fait, on peut faire la même chose en finissant un peu plus tôt, ce qui conduirait en fait à augmenter le salaire horaire en forme. Et c'est amusant parce qu'il y a plein de gens, par exemple, mes parents ne se sont jamais intéressés au sujet de productivité qui me passionnait moi, et curieusement, depuis qu'ils peuvent télétravailler, ils m'ont demandé des conseils pour gérer plus vite leurs mails, etc. Parce qu'en fait, ça leur permet tout simplement de finir plus tôt, ce qui avant était impossible. Voilà pour la stratégie de Domestic Cozy, c'est sur celle-là que je prends le plus de temps, parce qu'elle est la plus inédite. Vous voyez dans les liens, il y a aussi une vidéo de Stan Leloup, qui est aussi un expert en marketing qui est français, qui explique le concept de Domestic Cozy en français dans une vidéo de 15 minutes. C'est plus facile d'accès que le blog de Venkatesh Rao. La deuxième stratégie pour la période de forte incertitude à venir, c'est de s'appuyer au maximum sur des indépendants et des prestataires. Alors ça, c'est une stratégie qui est moins nouvelle parce qu'en fait, peut-être certains d'entre vous sont dans le CAC 40, elle est connue des grosses entreprises du CAC 40 qui ont, si vous baladez dans les couloirs de certaines grosses banques françaises ou laboratoires pharmaceutiques, etc., vous croiserez, une personne sur 2 que vous croisez, en gros, c'est un prestataire. L'idée de la stratégie des indépendants, c'est que l'entreprise elle va avoir plein d'incertitudes. Une façon de réduire son risque, c'est de ne pas multiplier les nouveaux CDI pendant cette période-là. Et si elle a besoin de compétences, elle prend à la prestation ou par indépendant la compétence qui lui manque, juste le temps qu'il lui faut. Ça coûte un peu plus cher, mais ça permet évidemment de naviguer la période avec moins de risques. C'est pas si simple que ça à faire. D'abord, dans les risques, et ça s'est vu, je l'ai vu chez certains de mes clients, c'est des situations assez amusantes, en tout cas originales. Vous pouvez vous retrouver avec un prestataire qui maîtrise des étapes clés de votre service ou de votre produit et dont vous êtes en fait dépendant. Et c'est vous qui finissez par devenir le prestataire en gros, il fait les prix qu'il veut parce que c'est lui qui a développé grâce à vous le savoir critique qu'il fallait pour votre métier. Donc faites attention quand même à ne pas externaliser le cœur de votre savoir-faire.
Si vous partez sur cette stratégie, un autre point d'attention, c'est que la crise va être une période d'apprentissage très rapide pour nous tous. Plein de choses changent, les marchés bougent, les attentes des consommateurs aussi. Et si vous appuyez massivement sur des indépendants ou sur des externes pendant cette période-là, en fait, les apprentissages de la période vont aussi rester hors de l'entreprise. Et puis, c'est pour moi là la principale difficulté de la stratégie des indépendants, c'est qu'il faut, le paradoxe de l'approche par indépendant, par prestataire, c'est qu'il faut en interne des managers exceptionnels. Alors, je dis manager, je sais que légalement, on n'appelle pas ça des managers, on dit gestionnaire de projet, etc. On n'a pas le droit de dire qu'on manage des indépendants ou des prestataires. Dans le cadre de ce webinaire, utilisons le mot manager. Il faut vraiment des chefs exceptionnels pour réussir à mobiliser des personnes qui ont des rythmes différents, des façons de travailler différentes, et à qui vous signifiez par le contrat que vous avez avec eux et avec elles, qu'en gros, vous travaillez avec eux et elles pour le court terme. Donc, il faut des chefs qui arrivent à contrebalancer tout ça. Donc, compétences nécessaires, assurez-vous que vous avez dans vos rangs des meneurs et des meneuses qui ont ces compétences d'animation des réseaux d'indépendants. Veillez également à ce que les personnes aient soit de manière, de par leur personnalité et expérience, soit par formation, une bonne connaissance de l'éthique associée à l'exercice de l'autorité. C'est très facile quand on a des prestataires de les traiter en larbin dispensable, et en fait, les gens le ressentent assez vite, et ils vous fourniront le minimum qu'il y a dans le contrat, et tout le reste, tout le long terme, tout le petit plus, l'innovation, la collaboration, tout ça, vos prestataires ne vous le donneront pas si vous avez des chefs qui leur font ressentir qu'ils ne sont pas importants, que le projet lui-même n'est pas capital, etc. Donc, l'exercice éthique de l'autorité me semble particulièrement important pour les meneurs d'indépendants. Je vous ai mis en photo, c'est Xénophon, c'est le chef des 10 000, donc une grosse armée de mercenaires qui s'était retrouvée piégée en territoire hostile au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et je vous mets en bibliographie son roman, L'Anabase, où il raconte cette affaire. Et vous verrez, si vous le lisez, vous verrez que même quand on dirige des mercenaires, il faut soi-même s'exposer au maximum, être irréprochable sur le plan éthique et leur montrer qu'on a vraiment leur intérêt à cœur. Alors, je sais, mercenaire, ça ne fait pas très positif, on préfère dire indépendant, mais c'est un peu ça comme relation quand même. Et puis, l'évaluation de la performance, j'en ai déjà parlé. Évidemment, il faut savoir bien le faire parce que là, on anime un réseau de personnes variées, qui ont des façons variées de travailler, qui ne sont pas toujours sur site. Il faut être sûr qu'on paye au juste prix ce qu'on obtient de ces indépendants. Voilà pour la stratégie des indépendants. Pas si simple que ça. Ce que je vérifierai à votre place, si vous optez pour ça, c'est que vous avez de quoi encadrer ces indépendants, des managers impliqués de long terme et avec de grandes qualités humaines avant d'opter pour cette stratégie. La dernière stratégie, c'est la stratégie du bloc. La stratégie du bloc, je l'ai par exemple observée dans un gros cabinet de conseil en numérique parisien qui a très tôt dans la crise rassuré tous ses effectifs par une communication interne en disant sauf si l'activité venait à baisser en dessous de 30% de notre chiffre d'affaires de l'an dernier, ce qui est quand même très bas, nous garderons tout le monde. Nous ne rompons pas les périodes d'essai, on ne recrute pas, probablement pas, mais on garde tout le monde. On vous garantit votre emploi. Ça va être dur, on vous demande de faire des efforts, mais on fait bloc. Le bloc, pour pouvoir le faire, il faut évidemment d'abord, de manière bassement matérielle, avoir la trésorerie pour encaisser des mois et peut-être 1 ou 2 ans de moindre chiffre d'affaires avec des effectifs au complet. Il faut autre chose qui est plus subtil, c'est que la volonté de faire bloc, là, la communication dont je vous parlais, elle venait du grand patron du cabinet, mais il faut que cette stratégie soit approuvée au plus haut niveau. Parce que le risque du bloc, le grand risque de cette stratégie, c'est de dire on garde tout le monde et on va vous demander à tous de faire des efforts, pas d'augmentation salariale, pas de prime, peut-être travailler plus pendant la période, innover, accepter des contraintes professionnelles diverses et variées pour réussir à maintenir l'entreprise à flot. Demander tout ça aux gens et avoir 1 ou 2 managers qui donnent un parfait contre-exemple et qui font exploser les notes de frais, par exemple. Avoir un Jérôme Cahuzac dans la maison qui, par son seul contre-exemple, donne le signal à tous du sauve qui peut. Et ça, c'est le pire qui puisse vous arriver parce que vous aurez les coûts du bloc et vous n'aurez pas la motivation qui vient normalement avec cette stratégie. Donc, assurez-vous que la décision est soutenue à plus haut niveau. Et donc, dans les compétences que je vous ai mis, exercice éthique de l'autorité, là aussi, il est fondamental d'avoir une chaîne managériale qui est parfaitement exemplaire dans la façon d'appliquer les efforts qui sont demandés à tous. Modération salariale, efforts supplémentaires, innovation, flexibilité, tolérance, etc. etc. Ce n'est pas si simple que ça à faire. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça s'acquiert par certains process de ressources humaines, mais aussi par la formation.
Il faut évidemment une capacité à communiquer en temps de crise, c'est-à-dire à motiver, à donner une vision, même quand tout est flou. On parlait de scénario tout à l'heure, mais ça peut être ça. À rassurer sur les fondamentaux. Bref, tout ce qui va avec la communication en situation de crise. Ça, vous le savez, à mon avis, vous savez si vos managers ont ces compétences ou pas en interne. Une façon de capitaliser sur le fait que vous avez vos effectifs au complet pendant la crise et que peut-être ils ont du temps libre, c'est de former au maximum à toutes les techniques d'efficacité professionnelle et de productivité, concentration, apprentissage rapide, communication, et même orthographe ou ce genre de sujet. Toutes ces compétences, c'est le moment de s'y former. Ça paraît être banal de le dire comme ça, mais en réalité, quand on regarde les fonds qui avaient été mis à disposition des entreprises par l'État pendant la crise et les fonds qui ont réellement été utilisés et par les services formation et par les individus eux-mêmes, certaines formations, on peut les prendre par sa propre décision, en fait, assez peu de fonds ont été utilisés. Et donc, en France, on n'a pas assez de culture de dire j'ai un peu de temps libre, je me forme, et c'est quelque chose qu'il faudrait, si vous choisissez cette stratégie, qu'il faut insuffler dans les rangs. Et puis, le gros avantage pour moi de la stratégie de bloc, c'est que c'est l'inverse de la stratégie des indépendants, c'est que vous allez avoir en interne des gens rassurés à qui vous avez communiqué de manière très forte qu'ils étaient importants à long terme pour l'entreprise. Et c'est en fait, en les rassurant, vous leur ouvrez un horizon temporel plus long. Vous savez, en psychologie, il y a un champ de psychologie qui étudie les horizons temporels. Et il montre que dans les temps de crise, s'il y a une grenade dans la salle et que quelqu'un qui crie « alerte à la bombe », les horizons temporels, ils s'effondrent. On pense à la seconde même, on piétine ses anciens amis et on se bouscule vers la sortie. L'idée du bloc, c'est que comme vous rassurez les gens en temps de crise, vous leur ouvrez un horizon plus long terme. Et donc, les gens vont pouvoir se projeter en disant peut-être qu'on pourrait faire le travail comme ça, peut-être qu'on pourrait profiter des évolutions comme ci, comme ça. Bref, c'est un temps parfait pour l'innovation. Mais l'innovation, ce n'est pas qu'une question de créativité, de personnalité, c'est aussi une question de process, de méthode. Et donc, toutes les formations qui peuvent vous intéresser, si vous n'avez pas ça aujourd'hui, les formations autour des principes d'innovation, du management, de créativité pour les équipes, etc., peuvent vous intéresser. Voilà pour la stratégie du bloc. On en a fini avec cette partie. Antoine, si tu veux bien, je me permets de rebondir parce que tu as choisi, je trouve, de façon très pertinente, une photo sur manifestement une équipe de filles qui joue au rugby. Ça fait forcément écho, et tout ton discours d'ailleurs fait écho avec la logique de l'agilité, puisque une des méthodes, il n'y en a pas qu'une bien sûr, mais une des méthodes qui est très utilisée, notamment dans le domaine informatique en agilité, c'est la méthode Scrum. Et Scrum voulant dire mêler. Alors pourquoi mêler? Tout simplement parce qu'on retrouve cette logique d'un groupe qui va être autorégulé. Il n'y a pas un chef attitré dans une mêlée. Chacun doit effectivement sentir par rapport à son rôle, par rapport à sa capacité, à quel moment il doit pousser, dans quelle direction il doit pousser, etc. Donc, je trouve que effectivement l'image correspond bien. Et de façon générale, ce que tu présentes là, toute ta troisième partie, fait aussi écho à l'agilité dans le sens où de plus en plus, il faudra avoir effectivement une capacité à avoir un management qui n'est plus donc hiérarchique et tayloriste, qui existe encore, il faut être clair, qui malgré tout reste parfois une réalité dans un certain nombre d'entreprises, notamment les petites entreprises. On a une culture du chef assez marquée, mais effectivement avoir une logique de réflexion collective, de brainstorming, de design thinking. Antoine parlait d'innovation, il y a toutes ces techniques-là, effectivement, permettent de proposer des choses nouvelles et une relation effectivement nouvelle entre si je puis dire, les lignes hiérarchiques au sein d'une entreprise. Je te redonne la parole. De toute façon, j'ai peut-être été influencé inconsciemment par l'agilité pour le Scrum et le bloc. Voilà, de toute façon, j'ai fini sur cette dernière partie. Je vous remets les différents éléments de bibliographie qui étaient dans les diapositives, avec 2 éléments supplémentaires. Jimmy, il y a un petit peu de bruit sur ton micro. Excuse-moi. Oui. Je crois que ça vient. C'est bon. Je vous rajoute deux ouvrages qui permettent de penser les périodes d'incertitude. Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée, par le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman. C'est un livre sur ce champ de la psychologie qu'on appelle les biais cognitifs. Et en gros, c'est un livre qui montre que nos intuitions sont de mauvais guides dans les situations de forte complexité, contrairement à notre ressenti. Bref, pour résumer, vous ressortirez de ce livre avec la conviction qu'on ne sait pas faire de pronostics, et donc il vaut mieux être adaptable, agile, qu'essayer d'avoir des pronostics parfaits. L'autre livre que je vous ai mis, c'est Antifragile du trader et philosophe Nassim Taleb, qui capitalise un peu sur cette idée-là en décrivant les organisations qui bénéficient des périodes de choc, des périodes d'incertitude,
au lieu d'en souffrir. Et vous verrez que c'est une question d'avoir des redondances, d'avoir des règles simples de fonctionnement, d'avoir une autonomie des cellules plutôt qu'un command and control par le haut, etc. Et Jimmy, c'est le tien, le must de l'agilité. Voilà, donc moi je vous propose alors une revue en fait qui a d'actualité, hein, puisque c'est leur série de cet automne, pardon, de ce mois d'août de la Harvard Business Review. Donc c'est un hors-série spécifique sur l'agilité et qui traite vraiment l'agilité dans différents domaines de l'entreprise, notamment la fonction RH, et qui est, j'ai trouvé vraiment ce magazine extrêmement intéressant et très très pratico-pratique dans la présentation de l'agilité. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant. Voilà pour cette partie de présentation. Si vous avez des questions supplémentaires, on prend les questions dans le chat. Moi, je vais jeter un coup d'œil au sondage par curiosité. Les indépendants pour 50% d'entre vous. Une autre stratégie partagée dans le chat. Est-ce que certains veulent partager l'autre stratégie qu'ils avaient en tête pour la période RH? Non. Je suis en train, moi, de revoir le fil des discussions pour voir si une remarque ou une question ne nous aurait pas échappé. Dans tous les cas, on vous remercie. Je vois que vous allez commencer à partir, je pense, pour le déjeuner. On vous remercie de votre attention et de votre participation active. Voilà. Et puis, si vous avez des questions plus tard, vous avez, je pense, nos coordonnées. Peut-être qu'on peut les mettre dans le chat. Oui, avec plaisir. Simplement, Antoine, si tu veux bien, il y a une toute dernière slide. Donc, ne pas oublier notre prochain rendez-vous. Ah, pardon. Il n'y a pas de mal. Voilà, donc ce webinaire s'intègre en fait dans un cycle d'intervention sous ce format numérique, hein, et donc on vous propose un prochain rendez-vous, alors qui ne sera pas animé ni par Antoine ni par moi, mais par deux autres experts dans ce domaine-là. Et notamment, là, il y aura un focus sur les différentes solutions de financement qui sont proposées pour les entreprises pour booster justement les compétences. Et donc, on aura la possibilité, enfin, vous aurez la possibilité effectivement de faire le point sur l'ensemble des dispositifs. Alors, il y en a un certain nombre, ils sont plus ou moins clairs. Certains sont effectivement relativement faciles d'accès, d'autres sont un peu plus ésotériques, si je peux me permettre. Donc, ça sera effectivement l'occasion de pouvoir les découvrir de façon un peu plus approfondie. Et vous pourrez également effectivement poser vos questions sur ces thématiques-là. Donc, notre prochain rendez-vous, vous pouvez déjà le noter, ça aura lieu le 17 novembre, donc toujours à 11 h, puisque c'est l'horaire qu'on se fixe qui nous paraît effectivement judicieux. Voilà, donc merci à vous tous, en espérant avoir été clair. Et bien sûr, on reste à votre disposition, et donc on va mettre nos coordonnées, à Antoine et moi-même, nos coordonnées mail, pour que vous puissiez effectivement nous recontacter en cas de besoin. Merci à tous, au revoir. Merci à tous, au revoir.